Okay, well, good afternoon, Bon everyone. après-midi à tous. Je m'appelle Sudha Krishnan. Je suis la hôte des nouvelles CBC à 11 heures sur la télévision CBC à Montréal. J'ai le grand plaisir de pouvoir animer cette discussion et j'espère que ce sera une discussion robuste avec un panel d'invités donc talentueuses qui ont toutes sortes d'idées pour répondre à la grande question que beaucoup d'entre nous posons. Où est la justice des genres dans ces élections? C'est cette 44e élection fédérale qui a lieu en plein milieu d'une pandémie. Nous aimerions vous souhaiter la bienvenue et voir si nous ne pouvions pas aborder tous ces sujets. Donc, évidemment, cet événement aujourd'hui est en partenariat avec la Fondation canadienne des femmes. C'est un grand plaisir pour moi de pouvoir modérer cette discussion et j'ai hâte d'écouter les idées qui sont soumises de la part de nos panélistes. Cet événement est bilingue, alors on vous invite à cliquer sur le globe à votre droite pour choisir la langue dans laquelle vous souhaitez l'écouter. Nos panélistes peuvent répondre à vos questions dans la langue de leur choix soit en anglais ou en français. Nous disposons également d'une interprétation, donc plutôt d'un sous-titrage en anglais et en français. Je vous invite à cliquer sur le bouton CC pour ce sous-titrage. Nous ne prenons pas des questions du public audio aujourd'hui, mais n'hésitez pas à vous engager avec Place au débat sur le compte des médias sociaux pour continuer la conversation avec le panel. Et vous verrez également nos mots-clics de Twitter dans la boîte de clavardage si jamais vous en avez besoin. Mais avant de commencer, il est très important de reconnaître que nous sommes sur les territoires traditionnels des Premières Nations, des Métis et des Inuits. Nous sommes reconnaissants d'avoir l'occasion de nous rencontrer et de travailler sur ces terres. Toutefois, nous reconnaissons que la reconnaissance de la terre ne suffit pas en soi. Nous devons rechercher la vérité, la réconciliation, la décolonisation et l'alliance dans un effort continu pour rétablir toutes nos relations. Aujourd'hui, c'est grâce à la place du débat que nous pouvons bénéficier de cet événement. Je vais vous montrer une vidéo brève pour vous expliquer qui ils sont et ce qu'ils revendiquent. Up for Debate is an alliance of women's rights and Nous gender sommes une justice. alliance des droits de la personne et des défenseurs de la justice. Nous sommes féministes et nous sommes partout. La pandémie a mis au nu à quel point donc l'économie dépend du travail de toutes les femmes, les trans, surtout les femmes noires, autochtones, racialisées, migrantes. Donc, And we're done waiting. What's your et plan for nous en an avons marre d'attendre. Quel est votre plan pour relancer l'économie féministe intersectionnelle? Will you center women's rights and gender justice in all debates and Est-ce que all vous allez aborder la justice sociale sur toute la campagne? abordable? Will you build a national childcare Allez-vous system? construire un système national d'enfants? La violence à l'égard des femmes et la violence fondée sur le genre? Will you do everything necessary? Ferez-vous votre nécessaire pour mettre fin à la violence faite aux femmes, aux filles, aux personnes spirituelles, autochtones? En tant que Premier ministre, comment allez-vous soutenir nos droits et nous permettre de réaliser la justice de genre? Demand action. Et nous demandons de l'action. So that says it, and that's one of the Donc, reasons voilà why. ce qui dit tout. C'est une des raisons pourquoi nous sommes là aujourd'hui. Comme vous avez vu dans ces vidéos, nous organisons cette table ronde et comme journaliste qui couvre cette pandémie depuis maintenant 18 mois, cela a permis de mettre à nu la mesure dans laquelle l'économie du Canada dépend des femmes, donc, et non rémunérées des femmes. Elle a mis également en évidence la fragilité des systèmes d'intervention ainsi que le besoin urgent de repenser les structures et de changer les systèmes. Cela a permis de mettre à nu tellement de vulnérabilités. Beaucoup d'entre nous appelons ça la séance des L, c'est-à-dire nous allons refaire une économie L. C'est une conversation qui se tient. Donc, en plus, la violence sexiste a augmenté de façon spectaculaire en fréquence et en gravité, touchant de façon disproportionnée les femmes noires, autochtones, racialisées, nouvellement arrivées, immigrantes, réfugiées sans statut de SLGBTQ et non-binaires, ainsi que les personnes handicapées. La pandémie a également limité davantage l'accès aux soutiens et aux services. Donc, la conversation porte vraiment sur les faits systémiques qui ont été mis en évidence par la pandémie et qui ont permis de révéler les profondes inégalités. Cela signifie donc
que de nombreuses questions relatives à l'égalité font maintenant l'objet d'un débat public. Et d'ailleurs, nous en entendons parler dans cette élection générale, la question de savoir est-ce que on en a beaucoup parlé ou non. Les femmes sont exclues du marché du travail. Il est de plus en plus clair que plus que jamais, les services de garde d'enfants doivent être considérés comme essentiels et non facultatifs. Nous voyons la surreprésentation de communautés noires et indigènes, racialisées et migrantes parmi les chômeurs et ceux qui contractent la COVID-19. Et nous constatons également la précarité des emplois, nous constatons le racisme systémique dans nos institutions, de la violence policière à la discrimination et aux obstacles à l'accès de soins. Et nous constatons l'identification de tombes d'enfants non marquées sur les sites des anciens pensionnats. Alors le Canada est entré dans cette période électorale avec une foule de questions d'équité en discussion, y compris des promesses d'une attention accrue sur une reprise économique féministe intersectionnelle. Mais la question est la suivante. Est-ce que les partis tiennent-ils leurs engagements? Et là-dessus, nous aimerions maintenant plonger dans les questions. Nous sommes là pour parler et mettre en lumière des questions de justice de genre dans le contexte de l'élection pour vous, les électeurs qui nous écoutent aujourd'hui. Et pour ce faire, nous avons un excellent panel des médias canadiens. Émilie Nicolas est une anthropologue bilingue basée à Montréal, une défenseuse des droits de la personne et une chroniqueuse pour le Devoir Montréal, la Montreal Gazette et la CBC Radio et Télévision. Anuba Momen est une écrivaine de Toronto. Elle est productrice et défenseur des droits qui, dans son temps libre, crée des TikTok viraux sur la race, le genre et la politique. Donc, bienvenue à vous, Anuba. Et Jen Jeffrey, c'est une journaliste d'Ottawa. Elle est indépendante, écrivaine, chroniqueuse et co-animatrice de l'émission d'affaires publiques CETI. Et elle a également travaillé pour l'Association des femmes autochtones du Canada. Elle est également donc quelqu'un qui a écrit pour Maclean's et le Hill Times, parmi d'autres publications. Donc, je souhaite la bienvenue à vous toutes. Je suis ravie de vous voir. Alors, je vais poser des questions à vous trois et chacune d'entre vous auront environ 2 minutes pour répondre à chacune des questions. Nous pouvons commencer avec Jen. Donc, quelles sont les questions principales liées aux gens qui ne retiennent pas l'attention lors de cette élection? Est-ce que tout le monde m'entend bien? Oui, nous vous entendons très bien. Tout d'abord, j'aimerais remercier la Fondation canadienne des femmes et également le groupe de Place au débat, la coalition des organisations féministes qui a organisé cet événement. Je me sens vraiment humble et nerveuse, d'ailleurs, salut maman, de faire partie d'un panel ici. Je suis une écrivaine, je suis très timide, une introvertie. Mais retournons à cette question. Qu'est-ce qui a manqué? Il y a beaucoup de choses qui manquent. J'ai du mal avec le mot diversité parce que c'est un mot qui est trop utilisé. On le voit partout dans les mots-clics. On a l'impression qu'il n'a plus de sens. Mais certainement, je peux dire que ceci manque. Avant, lorsque je réfléchissais à certains enjeux, je lirais des colonnes d'un ami à moi qui est décédé l'année dernière à Kingston. Une collègue, elle a écrit un éditorial excellent qui résumait l'élection fédérale de 2019. On a l'impression que c'était hier. Et elle écrivait beaucoup sur la masculinité et ce concours de la masculinité. J'ai l'impression qu'on voit ça beaucoup, on voit des allusions donc à toutes sortes de boxe et si quelqu'un est un bon boxeur ou non. C'est vraiment un langage combatif de masculinité. Tout d'abord, je trouve ça un peu dégueulasse. Et deuxièmement, à vrai dire, je crois que nous sommes supérieurs à ça. Il y a tellement d'autres enjeux qui sont importants. Vous l'avez mentionné, ces enjeux dans votre introduction. Il y a beaucoup de choses qui sont omises et je dois également parler de la chef du Parti vert. Elle était inclue au débat des chefs. Elle avait été invitée donc au débat et je crois qu'elle était sans doute la vedette qui brillait pendant tout cet événement. Mais évidemment, vu
que nous n'avons pas le vote par représentation proportionnelle au pays et le Parti vert est considéré comme un parti marginal. Souvent, on ne parle pas de ce parti souvent dans les médias, pas autant que les autres partis traditionnels. Donc, on a beaucoup parlé d'Annabé Paul, surtout pendant le débat en langue anglaise, surtout lorsqu'il y avait un segment qui ne portait pas seulement sur les garde d'enfants, mais lorsqu'on parlait de la race au Québec et le racisme systémique, il y avait un échange où elle invitait le chef du Bloc québécois à s'éduquer. Donc, elle a eu un impact. Émilie, j'aimerais vous poser la question sur les principales questions liées au genre qui ne retiennent pas l'attention lors de l'élection. Je ne sais pas si on tient compte de ces questions liées au genre. J'aurais du mal à voir si on a vraiment traité du genre. Je ne pense pas qu'on ait entendu ce mot. Nous avons parlé des choses qui touchent les femmes. Il y a une chose dont on a parlé le plus, c'est vraiment la politique sur la garde d'enfants. Mais à part cela, il me semble qu'on n'ait pas beaucoup abordé les autres points. D'ailleurs, pas du tout. Vous avez raison, vous avez dit que donc on a utilisé donc quelques mots incluant le genre pour décrire certaines politiques dans l'hôpital, mais ce n'était pas vraiment le vocabulaire que nous avons beaucoup entendu au cours de la campagne électorale. Il y avait même, il y avait quelques conversations très brèves sur la réconciliation, mais ce n'était pas vraiment focalisé sur les femmes autochtones ou les personnes donc à deux esprits. Il me semble que donc à double spiritualité. Donc j'ai l'impression que j'écoutais des gens qui travaillent derrière les coulisses chez les partis politiques. Lorsqu'il s'agit d'une campagne, les gens semblent penser que les femmes sont là tout simplement pour s'occuper de certains enjeux. Donc, lorsqu'on leur donne la garde d'enfants, on va recueillir plus de votes de femmes et ils rehaussent le ton. On dirait qu'ils rehaussent le ton pour attirer les femmes. C'est vraiment une question de communication. Et beaucoup d'entre nous allons perdre lorsque c'est le cas. On ne parle plus de la violence faite aux femmes. Cependant, nous parlons des menaces contre la sécurité. Une chose dont on parle pour ce qui est dans la campagne, c'est le contrôle des armes à feu, mais nous n'avons pas été le lien entre ça et la violence faite aux femmes. Le seul lien fait, c'est avec les gangs, c'est-à-dire les jeunes personnes noires qui sont dangereuses. Mais il n'y a pas de lien avec le fait qu'il y a des personnes de tous les antécédents, de couleurs, etc., qui tirent contre les femmes. Donc, on voit un petit peu où se trouve l'imaginaire canadien. Et je crois que j'essaie de le faire lorsque j'analyse une campagne électorale, d'analyser surtout ce qui est dit et autant ce qui ne s'est dit pas, car je crois parfois le silence en dit très long. Et c'est un point excellent parce qu'au Québec, en soi, je crois tout au moins, il y a eu 14 femmes assassinées. Donc, apparemment, beaucoup de ces dossiers sont encore devant les tribunaux. Non, à l'échelle provinciale, nous en avons beaucoup parlé. Et c'est un enjeu qu'on a vu pendant toute la pandémie. Vous savez, ce sont 14 femmes qui, donc, proviennent de ces communautés diverses, mais on n'en parle vraiment pas. Oui, c'est vrai. Et j'aimerais vous poser la même question. Donc, maintenant, Jen, donc, quelles sont les principales questions liées aux gens qui ne retiennent pas l'attention lors de l'élection? J'aimerais faire écho au commentaire d'Émilie. Presque chaque enjeu est une question donc, qui touche les femmes ou le genre. Nous savons que tout ce qui se produit dans la société, souvent, là, il s'agit des femmes, des personnes trans, des personnes de couleur, les communautés marginalisées qui sont au premier rang. Et rien n'a été dit avec un discours qui tient ce prisme en cours. Et apparemment, on devrait être intersectionnel dans la gouvernance de ce pays, mais les conversations ne sont pas du tout intersectionnelles, qui sont plutôt limitées. Et même, on ne parle pas des femmes. On se dit que si on va parler du genre des femmes cis, donc ce sont les femmes blanches les plus faciles qu'on doit inclure dans son conversation. Donc, oubliez le reste, ne parlons même pas des enjeux trans,
ne parlons même pas des personnes binaires. Nous savons toutefois que les personnes trans, des esprits, non-binaires au Canada sont touchées de façon disproportionnée. Encore une fois, c'est eux qui portent le plus grand fardeau. Lorsque les choses vont mal, ce sont ces groupes de la société qui écopent le plus, qu'il s'agisse évidemment d'une pandémie ou non. Non, mais on a vu ça surtout dans la pandémie. Mais nous sommes sous, soi-disant, un gouvernement féministe depuis 6 ans. Donc, il est toujours facile de le dire, mais difficile de passer à l'action. Donc, je dirais que le genre a été complètement écarté de cette conversation et ce prisme de l'intersectionnalité, évidemment, n'a pas été pris en compte. Mais écoutez, oui, nous en parlons, c'est clair, mais ça n'a pas fait partie de tout ce que j'ai vu chez les partis politiques eux-mêmes. Donc, à cet égard, que devrions-nous changer? Quels seraient les enjeux qu'on devrait donc avoir pour nous assurer que les femmes et les personnes autres devraient être incluses dans cette reprise économique? Car il est vrai, vous pourriez avoir quelqu'un qui en 2015, c'est 2015, il faudrait avoir tant de femmes, autant de candidats de communautés diverses qui ont des postes du Conseil des ministres. Mais alors, qu'est-ce que l'on devrait pouvoir écouter? Qu'est-ce que vous aimeriez entendre? Il nous reste que quelques jours avant la fin de la campagne électorale. On commence avec vous, Jeanne. Qu'est-ce que j'aurais aimé entendre? Eh bien, tout d'abord, je ne pense pas qu'on ait eu besoin d'une élection. Premier point. Je crois que le consensus y est. Ça a été soulevé à plusieurs reprises au cours du débat de langue anglaise. Je crois qu'on aurait pu sauter ça. On aurait pu possiblement mettre en œuvre ce qui était prévu dans le dernier budget, qui était effectivement beaucoup de choses féministes. Il y avait d'excellentes politiques publiques dans ce budget que les militantes féministes revendiquent depuis des générations. Maintenant, à titre d'écrivaine, je suis dans les pas de beaucoup de femmes qui m'ont précédée. Ce sont beaucoup de femmes qui n'ont pas la peau blanche, beaucoup de personnes qui possiblement aient des handicaps visibles ou invisibles. Nous savons qu'il y a l'intersection des identités. C'est ce qui alimente nos expériences et nos politiques, car le personnel devient politique. Donc, pour moi, il me semble que la chose la plus importante, ce que nous devrions viser au-delà de l'élection, c'est de réaliser un consensus à la Chambre des communes. J'aimerais que chaque parti politique, qu'il soit à gauche ou à droite, travaille ensemble pour mettre en œuvre des politiques. Donc, faites adopter les soins de garde abordables. Vous savez, il y a des milliards de dollars sur la table. Il y a adhésion, il y a consensus dans la plupart des provinces auprès des premiers ministres. Nous en avons désespérément besoin pour agir contre cette séance. Écoutez, je n'aime pas beaucoup ce mot, cela inclut les personnes non binaires. Mais c'est ça la réalité. Comme femmes, nous avons tous été exclus du travail, nous avons toutes été obligées de prendre la PCU, ou la PCU. Mais dans l'ensemble, je dirais que s'il y a un groupe démographique qui a été exclu le plus, ce sont les femmes vivant avec un handicap. Vous savez, l'organisation Dawn, et d'ailleurs, je suis récemment leur tweet, c'est un petit peu ce qui vient après. Lorsqu'il s'agit de développer des politiques qui s'entrecroisent relativement aux femmes, on ne peut pas laisser pour compte les femmes donc ayant des handicaps visibles ou non visibles. Après tout, c'est celles qui sont exclues le plus rapidement. Et ce sont toujours les femmes qui vont être poussées encore plus dans la pauvreté. Si on les ignore, alors qu'est-ce que nous faisons finalement? Excellent point. Également, il y a toute la conversation autour de la question si oui ou non on devrait en ce moment-là passer à une élection, mais je me fais un petit peu l'avocat du diable pour rebondir sur votre point. Il y a eu des politiques et ensuite il y a eu la conversation qui dit qu'en fait le Parlement a pu
mettre en œuvre beaucoup de mesures. Par contre, nous avons pu voir ce que représentent les autres partis, ce que c'est Aaron O'Toole, Jagmeet Singh et François Blanchette et Annemie Paul. Qu'est-ce qu'ils pensent et en quoi consiste leur politique? Yves-François Blanchette, écouter, faire son petit homme. Excusez-moi, j'aurais peut-être pas dû dire ça, mais je pouvais pas m'empêcher de le dire. Alors, Émilie, vu que nous avons observé maintenant ce qu'offrent les autres partis politiques, selon vous, qu'est-ce qu'ils auraient dû vraiment présenter et comment est-ce qu'on aurait pu avoir une conversation plus sérieuse sur l'inclusivité et la reprise économique? Uh, where to begin? Où commencer? There has been very, if not very little, if not Il y a eu très peu any attention d'attention put on portée the working conditions sur les conditions de of travail women in the healthcare des system. femmes dans le système de la My santé. mother's family is from Haiti, and La Haiti famille de mon père vient de Haïti et je dirais qu'il Haitian women are y a une grande majorité des femmes haïtiennes qui travaillent dans le secteur de la santé, elles travaillent dans les CHSLD, elles sont infirmières et ce sont souvent les femmes qui n'ont même pas encore de statut parce qu'il y a eu un programme qui devait donc accélérer pour leur permettre d'obtenir ça. On les appelle un petit peu les anges gardiennes comme travailleuses essentielles, mais il y a eu tellement de bureaucratie autour de ce programme que très peu de personnes, s'il y en a eu, ont pu obtenir le statut permanent grâce à ce programme. Donc, un des appels du féminisme qui n'est pas entendu par le grand public, c'est justement la question des travailleurs temporaires étrangers qui se trouvent ici au pays. Souvent, il s'agit des femmes de couleur, il s'agit souvent des femmes noires qui sont là pour faire le travail de soins. Nous avons beaucoup parlé des soins au pays, mais je sais que si au Québec, même lorsque François Legault a émis des publicités en remerciant les travailleurs essentiels, on avait blanchi leur visage. Il y avait plus de femmes et beaucoup plus que c'est le cas en réalité. Alors, je ne sais pas s'il y a peut-être une crainte inconsciente que si vous donc illustrez les travailleurs sociaux comme elles le sont véritablement, donc auprès du grand public, on va arrêter de sympathiser avec leur situation difficile. Donc, à mon sens, c'est la conversation qui s'impose. Je me rappelle que l'année dernière, donc pendant la pandémie, l'armée canadienne était obligée d'intervenir pour voir ce qui se passait avec les soins de longue durée, les résidences de soins de longue durée, parce que c'était les femmes de couleur qui disaient exactement ce qui se passe, c'est-à-dire ça ne fonctionne pas. Il y avait des médecins qui se prononçaient, mais on ne les écoutait pas parce que ce n'étaient pas des médecins, ce n'étaient pas des soldats, donc leur voix était complètement ignorée. Ça m'a vraiment offusqué. Mais encore une fois, votre question est une question piège parce qu'il y a tellement de choses qui n'ont pas été dites. Et écoutez, chaque enjeu féministe aurait dû être inclus dans cette campagne, mais c'en est une qui me vient vraiment automatiquement à l'esprit. J'ai l'impression que cela n'a pas été inclus et l'élan politique y était. Vous savez, j'ai l'impression que je devrais signaler cela, car si on n'en a parlé pas maintenant, je ne sais pas à quel moment on pourrait l'aborder. Quel serait le moment plus propice pour en parler? Donc, ça fait déjà un an et nous sommes passés par une année difficile. Et là, la question qui a été laissée pour compte et qui a été oubliée dans toute cette conversation, lorsque les femmes et hommes politiques, dans ce moment qu'on appellerait donc un moment de réveil pour toutes ces communautés, pour quelque raison que ce soit, étant donné les événements que l'on a vus depuis 18 mois. Donc, mis à part la pandémie, et peu importe la pandémie, il y a une conversation qu'on a entendue de la part des politiciens, même des organisations qui disent tous, il faut mieux faire, il faut être plus inclusif. Nous commençons à comprendre au cours de la campagne électorale, certaines choses ne sont tout simplement pas dites. Donc, là-dessus, peut-être, Émilie, peut-être vous pourriez nous indiquer ce qui aurait dû être dit. Est-ce qu'on aurait dû discuter de l'inclusivité, de l'économie, etc.?
I think was brought up earlier with the increase Oui, in tout d'abord, on avait parlé de and violence against women. l'importance There's et another sort of talking la point montée de that la violence contre les genres. Et encore une fois, related that il y a un point qui reliait, qui est intéressant et qui justement n'avait pas été en avant de la conversation, c'est le définancement de la police. Et c'est relié vraiment à la violence basée sur les genres parce que nous savons que la police ne défend pas les femmes, surtout les femmes et en handicap, trans, noires, etc. Et nous savons qu'il y a une remontée de la violence contre les membres de ces communautés. Et il y a beaucoup de changements sociaux qui s'opèrent actuellement. Il y a beaucoup d'élan que nous avons fait en sorte que nous devons nous en rappeler. Mais évidemment, il y avait le mouvement Black Lives Matter et l'assassinat de George Floyd qui a complètement changé notre système et qui était un son de cloche. Mais le fait de ne pas parler de ce mouvement qui en soi est un mouvement intersectionnel féministe, inclusif, qui parle souvent des femmes et de tous les genres et qui dit que tout fait partie de ce même mouvement et tout est vraiment dans le cadre de ce mouvement des femmes noires et transgenres. Je crois que je trouve un peu étrange qu'on n'ait pas créé ces liens. Le fait que la conversation sur le définancement de la police n'est pas incluse dans cette conversation. Je crois que c'est un point extrêmement important, vu qu'on parle du genre, c'est surtout extrêmement important pour les différents groupes transgenres, noirs, etc. Très intéressant comme point. Et ça m'intéresse. Ça m'intrigue parce que le Québec va entrer dans des élections municipales bientôt. Et en grande partie, le financement de la police semble et normalement du ressort des municipalités. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas en discuter lorsqu'on parle de la police, lorsqu'on parle des collectivités, lorsqu'on parle de la façon dont on pourra s'améliorer. Oui, la GRC est là, qui a été créée par le gouvernement canadien. Vous savez, j'habitais au Nunavut pendant 4 ans et demi et les seules forces policières qui sont là, c'est la GRC et c'est fédéral. Et dans la plupart des communautés autochtones, c'est surtout la GRC qui est là. On leur a donné les manteaux rouges pour qu'ils soient intimidants parce qu'ils ressemblent à des soldats britanniques. Mais ils ne font pas grand-chose et ça vient du haut vers le bas. On ne peut pas séparer ça. Les chefs fédéraux ne peuvent pas dire c'est pas notre problème. Non, tout est de votre ressort. Si vous voulez être Premier ministre, vous êtes responsable de tout. Oui, vous avez fait un point valide. Alors maintenant, on aimerait en arriver aux détails. Certains points que vous avez déjà soulignés et on va poser quelques questions à chacune d'entre vous. Donc, on a parlé de la violence faite au genre, mais peut-être on peut approfondir. Nous savons que la violence contre les femmes et la violence basée sur le genre étaient à des niveaux épidémiques avant la pandémie et n'ont fait qu'augmenter pendant la COVID. J'ai parlé à une femme qui disait c'est un petit peu vraiment comme être sous pression. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous aimeriez ajouter? C'est-à-dire comment les partis abordent-ils ces questions pendant les élections? Et est-ce qu'on a des plans nationaux de lutte contre la VFF et la VBG? Sont-ils en discussion? Est-ce que tout le monde m'entend? Je m'inquiète toujours parce que j'oublie des fois de désactiver mon micro. C'est comme la petite bande dessinée de Jenna Conte. Mais écoutez, je m'écarte du sujet. Oui, sujet épineux. Donc, c'est difficile si vous connaissez des survivantes de la violence faite au genre. C'est à peu près tout le monde que je connais. En ce moment, sans doute, c'est le sujet le plus d'actualité qui devrait faire les manchettes, mais c'est impossible pour que ceci fasse les manchettes puisque tout ce qu'on entend dire aux nouvelles, c'est les élections et le retour au campus. Maintenant, vous avez des étudiantes du premier cycle, les universitaires, les personnes de métier qui retournent au campus ou qui arrivent pour la toute première fois à leur carrière postsecondaire après que toutes ces institutions extrêmement riches ont été fermées pendant presque 2 ans. Et nous savons fort bien que la violence basée sur le genre, le viol, l'agression sexuelle sont des choses qui arrivent souvent. En fait, c'est la tempête parfaite. La première semaine, je suis passée par là
On le fait tous, tout le monde fait la fête pendant la première semaine ou deux de l'école. Mais également, c'est un terrain fertile, dangereux dans beaucoup de cas. Ça ne devrait pas être comme ça, mais c'est une question qui absolument a été éclipsée par la campagne fédérale au cours de cette période de retour à l'école. Et c'est vraiment malheureux. Le fait que cette élection arrive en même temps et d'ailleurs avait chevauché sur cette période. Moi, j'ai beaucoup de copines dont les enfants commencent l'école pour la première fois ou donc entrent en garderie et nous avons d'ailleurs désespérément besoin de garderie. Donc, pour ce qui est de la violence faite aux femmes, je crois que les campus universitaires sont là. Tout le monde sait que c'est un des pires endroits où se passent des choses terribles. Ça m'est arrivé à moi, donc mots-clés comme Me Too, toutes sortes de mots-clés que What's Next, etc. Et nous en sommes à un point de croisée, à un point de consensus, et on a terminé d'en débattre. Nous en sommes à un point où nous devons revendiquer le budget qui a été mis sur la table à la Chambre des communes, qui prévoit une très bonne stratégie pour aborder la violence basée sur le genre. C'est notre première ministre des Finances. Pour beaucoup de personnes, ça semble symbolique. Elle est blanche, mais moi, j'aime bien Freeland. Et moi, je veux qu'on applique ces choses-là le plus rapidement possible. Action. For Exactly. sure. So, Anima, I know Jen On veut was- passer à l'action. Et justement, on parlait de la garde d'enfants. Mais j'aimerais vous poser la question. On comprend que l'économie de soins est essentielle et nous connaissons tous des femmes qui ont dû rester à la maison, qui devaient donc rester à la maison, ne pouvaient pas travailler parce que leur enfant était malade, parce qu'il y avait de la COVID dans la salle de classe. Les femmes ont dû jongler beaucoup. Donc, la carte d'enfant est essentielle pour l'accès des femmes au marché du travail et ce point a été débattu pendant la campagne. Mais l'absence d'un investissement solide dans les services de garde d'enfants abordables, accessibles et de qualité laisse moins d'options aux personnes aux familles. Alors, comment aider tout le monde à comprendre l'importance d'investir dès maintenant dans un système national d'apprentissage et de garde des jeunes enfants, y compris ceux qui ne sont pas concernés? Justement, nous sommes tous concernés. Je n'ai pas d'enfants. Je suis tata à beaucoup d'enfants. Je les adore tous. Mais je pense à mon travail. Je travaille dans le film, dans la télé. Je suis écrivaine. Mais dans les projets de ciné et de télé, je travaille surtout dans les programmes qui sont écrits, produits, réalisés et des femmes, où il y a des femmes. Je fais partie de la génération millénaire. J'ai dans la trentaine. Les autres femmes dans ma cohorte sont des travails avec lesquels je travaille, que j'adore, qui sont mes amis, sont en train d'avoir des enfants. Mais sans l'accès aux soins de garde, si elles n'avaient pas certains soutiens pour avoir des enfants, elles seraient obligées de faire un choix ou je ne travaillerai pas pour elles, je travaillerai pour leur mari. Écoutez, je sais qu'il y a toutes sortes de parents de tous les genres, mais nous savons que lorsqu'il s'agit des soins de garde, le fardeau des soins de garde tombe de façon disproportionnée sur les femmes et surtout des femmes qui ont un statut de faible revenu. Donc, la garde d'enfants est importante pour tous. Si vous misez sur la reprise économique, les soins de garde sont également importants. C'est moins cher pour tous si nous pouvons compter sur des services de garde d'enfants abordables. Et je ne me rappelle pas de l'année, mais au Québec, on a mis en œuvre un programme très peu cher et le niveau de pauvreté a diminué. Et donc, en fait, il y a eu une augmentation de PIB de la province parce qu'on se dit, écoutez, les soins de garde, ça me coûte 30 000 et je gagne 30 000 ou 40 ou 5 000. Et après impôt, c'est tout mon argent va être consacré aux soins de garde. Si c'est le cas, je vais peut-être décider de rester à la maison. Et personne ne devrait être obligé de faire un tel choix. La garde d'enfants ne devrait pas être le même montant que votre salaire. Si vous décidez de rester à la maison, ça ne devrait pas vous être imposé pour des raisons économiques. Donc, ma réponse, c'est que je crois que la garde d'enfants est importante pour nous tous. Et pour citer Heather Lovejoy,
Donc, il faut penser aux enfants. Il faut investir dans les soins de garde abordables et dans l'éducation de la petite enfance. C'est également excellent pour les enfants. Ils retirent beaucoup plus de l'expérience de la maternelle, également des soins de garde. Et pour toutes les tantes et les oncles qui sont là, et comment vous appelez les adultes dans votre vie, ça devrait être une aussi grande importance pour nous que les êtres humains qui sont en train de produire des bébés grâce aux cellules de leur corps. Mais vous savez, on en a parlé et vous connaissez le point de vue du Québec sur la garde d'enfants sous Pauline Marois. Et c'est elle qui a lancé le programme de 5 $ le jour, donc les soins de garde qui sont disponibles au Québec. On en a parlé. Entre les politiciens, on dit que telle personne offre ceci alors que l'autre n'offre pas ça. Mais je me demande, qu'est-ce qui n'est pas inclus dans cette conversation lorsque Justin Trudeau dit ceci, François Legault dit ceci, Erin O'Toole dit autre chose et Jack Mead dit autre chose, ou si on dit que ce n'est pas suffisant, qu'est-ce qui n'est pas dit ici? Ce dont on ne parle pas, ce sont la façon dont on présente les chiffres pour les programmes et que là, il y a vraiment des grandes erreurs. Donc, vous avez l'approche soi-disant fiscale économique des conservateurs. C'est que, par exemple, prenons le système de soins de garde au Québec, parce que le système existe depuis la fin des années 90. À partir de 2003, nous avons vu il y avait plus de travail au Québec qui travaille à temps plein. Et elle n'aurait pas cet emploi en Ontario à travailler à temps partiel. Il y a plus de femmes qui font partie de la population active au Québec et font partie de la main-d'œuvre. Il y a également un congé parental au Québec qui permet aux pères de prendre un congé paternel, qui change leur relation traditionnelle vis-à-vis de la possibilité d'être père. Donc, ils peuvent consacrer des mois à la vie de leurs enfants et il y a des preuves que ceci change beaucoup de choses, le travail de soins et qui fait en sorte également qu'il y a plus de femmes qui se joignent à la force, à la main-d'œuvre et qu'elles peuvent continuer à travailler. Donc, tout ceci conduit à plus de femmes qui payent des impôts. Ceci, cependant, n'est pas tenu en compte dans les coûts réels des politiques sur les soins de garde. Nous disons, en parlant toujours comme étant des dépenses. Et lorsqu'on analyse les plateformes des partis sur leurs coûts et d'où proviennent les coûts supplémentaires de revenus, on pense à d'autres sources de revenus comme des impôts sur les riches, et j'ai rien contre, mais je dis que nous ne calculons pas les sources supplémentaires de revenus qui proviennent des programmes sociaux qui donc, mène à ça. On va dire, écoutez, si on va avoir des soins de garde, cela signifie également qu'il y a l'éducation de la petite enfance, il y a moins d'inégalités sociales entre les enfants, donc plus d'enfants vont être diplômés plus tard. Donc, il y a beaucoup de points économiques, beaucoup de répercussions économiques dont on ne tient pas compte dans les calculs. Donc, de façon générale, nous parlons des investissements lorsqu'il s'agit de construire des routes. Ça, c'est un secteur très mal d'emploi et on n'en parle jamais comme étant une dépense. On parle des investissements. Mais lorsque nous parlons de l'investissement dans des choses qui touchent plus les femmes, qu'il s'agisse des gardes, de soins de garde ou les services publics, parce que la majorité des travailleuses dans le secteur public sont des femmes. On en parle toujours en termes de dépenses. Et aussi longtemps qu'on ne le dit pas bien, et aussi longtemps que le responsable parlementaire du budget ne le comprend pas et ces soi-disant chiffres objectifs, la méthodologie va toujours être donc contre les femmes et contre les politiques progressistes, car la compensation qui provient de ces politiques est externalisée dans la façon dont nous calculons vraiment les coûts soi-disant découlant des politiques publiques. Donc, une question de langage. Oui, oui. La langue, c'est le pouvoir. Alors, j'aimerais également vous poser cette question, Amélie. Qu'en est-il de la question, donc, les promesses des logements abordables? Est-ce qu'ils disent vraiment la même chose? Est-ce que quelqu'un a abordé cette question sous l'angle du genre? La réponse est non. Et je crois également qu'il y a un écart ici dans la conversation au Canada. On nous a dit
tous que acheter une maison, c'est votre réserve pour la retraite. Donc, beaucoup de propriétaires ne voient pas le fait d'être propriétaire d'une maison comme un droit, mais comme un investissement. Nous traitons tous le logement comme un produit, un investissement. Si on devait rendre le logement abordable d'une manière ou d'une autre, on va commencer à avoir une incidence négative sur les personnes qui sont propriétaires de maisons, même ceux qui ont de petites propriétés, pour lesquelles cette stratégie d'achat d'une propriété, une façon de faire un placement. Ils espèrent que la valeur de la maison va augmenter. Ensuite, ils pourront générer un patrimoine pour les enfants plus tard. En fait, personne est suffisamment honnête pour dire que si vous voulez avoir des locataires ou des personnes qui ne sont pas propriétaires de maison, d'avoir accès au logement et pour faire en sorte que le logement soit un droit de la personne. Finalement, on ne peut pas traiter le logement comme une façon d'acquérir tout d'abord la richesse. Et c'est une des valeurs qui vraiment est prévalente dans la classe moyenne du Canada. On ne donne pas le nom approprié à ces choses-là. Évidemment, ici à Montréal, il y a une maire qui est soi-disant progressiste, mais en fait, elle fait obstacle à des mouvements qui soutiennent des mouvements des personnes qui veulent avoir les logements abordables. Donc, les responsables élus à tous les paliers du gouvernement sont des propriétaires de maisons. En fait, il y a une espèce de guerre entre les classes qu'on ne nomme pas. Évidemment, les plus pauvres semblent normalement ont tendance à être des femmes. Il y a une surreprésentation des groupes de la société, des femmes qui sont sous-représentées, qui sont plus pauvres. C'est surtout vrai pour les jeunes femmes et les femmes qui sont première ou deuxième génération, puisque donc l'accumulation de richesses se fait sur plusieurs générations. Tout est là. Mais lorsque vous voyez que les gens essayent d'aider donc les locataires dans leurs droits ou ceux qui tentent d'avoir accès à un logement, personne ne dit que c'est une question de distribution de la richesse. Il faut traiter le droit au logement comme un droit de la personne plutôt que comme un actif. Les gens vont toujours miser les politiques qui semblent être utiles, mais qui ne changent pas les règles fondamentales des jeux. Donc, dans 5 ans, nous allons nous retrouver à la case de départ. Et également, il y avait ces personnes qui achètent maintenant une maison. Donc, la conversation a changé. Les personnes qui essaient d'acheter maintenant comme un placement, écoutez, ils ne peuvent même plus se payer cette propriété. C'est trop cher. Donc, si on avait changé cette conversation, est-ce que peut-être la donne aurait pu changer? Car il y a des personnes qui ne trouvent même pas un appartement à louer. C'est vraiment un point fort intéressant. Encore une fois, c'est une question de langage, la conversation, comment on aborde ces questions. Donc, Annabelle, est-ce qu'il y a donc il y en a qui s'engagent de manière significative à s'attaquer aux obstacles systémiques tels que le racisme, l'homophobie, la transphobie ou le manque d'accessibilité? On entend les mots. Oui, oui, ils connaissent les mots, c'est clair. Mais il est toujours important de regarder les gestes posés plutôt que les plateformes soumises. Et c'est un concept très large. Et justement, je parlais à mon meilleur ami, c'est un petit peu comme mon conseiller, nous parlons de beaucoup de choses. J'ai appris beaucoup de lui. Une chose d'ailleurs qui m'a frappée, nous a frappés toutes les deux, lorsqu'on parlait de l'action par rapport aux mots prononcés, c'est sur ce qui est arrivé avec la seule députée du Nunavut qui a décidé de ne pas se présenter comme candidat. Mumalak, elle a décidé qu'elle allait démissionner et j'espère que vous avez pu voir ça. Elle a donné un discours qui vaut la peine de voir. Elle avait revendiqué du logement abordable au Nunavut. C'est un lieu où il y a un besoin criant de logement. Elle parlait également du haut taux de suicide et elle parlait de sa propre expérience comme députée au Parlement qui était toujours pourchassée par les membres de la sécurité. Elle devrait toujours montrer sa carte d'identité parce qu'elle est une femme donc de couleur. Et elle dit, j'ai pas ma place ici.
Alors, je me dis que le NPD et Jagmeet Singh, donc, trouvent ça, l'ont soutenue lorsque elle était en difficulté, ils l'ont soutenue lorsqu'elle critiquait le système qu'elle représentait, même lorsqu'elle critiquait la Chambre des communes, qui inclut Jagmeet et l'NPD, mais ils ont continué à l'appuyer. Et elle a travaillé jusqu'à la fin de son mandat. Elle a dit qu'elle n'allait pas se représenter comme candidate, mais je vais finir mon mandat et je n'ai pas encore terminé. Et je compare ça, disons, à ce qui est arrivé avec Jody Wilson, Ray Balls, Phil Pott et Selina, la députée de Whitby, Selina Shavana, qui a quitté le caucus libéral. Elle était indépendante. Qu'est-ce que ça en dit sur les valeurs et les engagements d'un parti politique? Nous avons tous parlé de la réconciliation. Il y a le concept de la vérité de la réconciliation englobe justement ce point de vue intersectionnel parce que cette commission est très intersectionnelle au niveau de ses recommandations. Mais disons, si vous valorisez, si vous vous êtes engagé à respecter tous ces mots de diversité, alors regardons comment vous traitez les personnes dans votre propre caucus, dans votre propre collectivité, comment vous traitez vos collègues. Et je dirais qu'on a eu l'exemple avec cette députée du Nunavut, montre qu'au moins les néo-démocrates, donc, Walking the walk. They're walking the walk, they're talking the donc talk. jumellent le geste à la parole. Donc, ils sont cohérents, ils mettent en avant leurs valeurs, c'est prioritaire pour eux et leurs gens sont prioritaires pour eux. Voilà, ça serait ma réponse. Très intéressant. Merci. Jen, je fais une entrevue avec une personne pour parler du nombre record de candidats autochtones qui se présentent ici dans cette élection. C'est 77. Mais avons-nous vraiment vu une analyse sexe-spécifique axée sur les Autochtones? Qu'est-ce qui est discuté dans cette élection ou n'est pas discuté? Mais qu'est-ce qui devrait être discuté en ce qui concerne la vérité et la réconciliation de la décolonisation? Ça, c'est une question difficile. Them are really. Très difficile comme question. En effet, écoutez, je me perds un petit peu dans les mots, un peu comme Tina fait. Mais encore une fois, je m'écarte. Il manque beaucoup de choses. Il n'y a pas de bâton magique, il n'existe pas de solution magique qui permettra de donner à tous ce dont ils ont besoin. Vous savez, nous avons tous et toutes nos propres expériences, nos propres vécus. Il n'y aura jamais un gouvernement qui va défaire des millénaires, plutôt des centaines d'années de décolonisation et la violence. Nous savons que c'est le cas. Cependant, je dirais que dans ma propre vie, tout au moins, je n'ai jamais entendu autant de niveaux de nuances au niveau du langage. Bien que la campagne a été extrêmement brève, c'est une période extrêmement serrée. Vous savez, l'appétit sociopolitique, économique pour la vérité et la réconciliation est tel qu'il est presque impossible pour les partis de se tirer en mettant de l'avant toutes ces choses vides qu'on a entendues de la part des autres gouvernements qui étaient déjà au pouvoir. Évidemment, on verra bien ce qui va arriver. Beaucoup de choses qui doivent encore être mises en œuvre. Mais tout au moins, nous en sommes à un consensus unifié au pays. Tout au moins, il ne suffit pas, on sait que nous ne pouvons pas tout simplement parler, utiliser la belle rhétorique. Il faut jumeler le geste à la parole et il faut vraiment traiter les peuples qui étaient là bien avant nous comme des égaux, comme souverains et comme ceux qui partageront de façon égale le pouvoir, tout comme le mouvement souverainiste au Québec a fonctionné. Et je dirais ceci, sans nommer de nom cependant, que c'est une chose qui m'a beaucoup fâchée au cours des débats, plus qu'autre chose. Et il y avait le face-à-face à TVA également. Quelqu'un, et je ne nommerai pas son nom,
Mais je crois qu'il se cherche une raison d'être pour le bloc. D'accord, je l'ai dit. Et je crois que vraiment, c'est du pelletage de nuages. Il cherche une raison pour être une partie, pour trouver des adhérents. Il y a d'excellentes personnes dans son caucus, des femmes très intelligentes, millénaires. Mais je suis désolée, les nations autochtones qui ont précédé les colons ici, c'est pas du tout la même chose au Québec, mais on n'ira pas là. C'est une longue histoire. Mais je crois que c'est bien. Je crois qu'on peut ensemble viser ça. Il me semble que le gouvernement, au moins ce gouvernement particulièrement, comprend bien les négociations d'une nation à l'autre et comprend les discussions. Nous avons un ministre des services autochtones qui parle mohawk et c'est du jamais vu. Ça ne s'est jamais produit. Désolée pour tous ces discours, mais c'est vraiment une question difficile. Je ne suis certainement pas experte. Et le prochain gouvernement, et d'ailleurs, ces conversations ont été promises en 2015, mais je crois que peu importe les critiques contre le gouvernement donc en place, ou qui changera peut-être vu que nous sommes en période électorale, ce sont des choses qui prennent du temps à changer, mais il faut qu'il y ait cette volonté et il faut qu'il y ait des actions. Comme je l'ai indiqué, il n'existe pas de solution magique. On ne satisfera jamais tout le monde. Bien que je dise ceci, et rapidement, c'est également bienvenue à la nouvelle chef de l'Assemblée des Premières Nations. Écoutez, je vais peut-être mettre son nom dans la boîte de clavardage. Ça également, c'est un signe de progrès extraordinaire et c'est vraiment excellent. Et gouverneur général, ça, je la défendrai jusqu'à la fin de la terre. Je crois que d'accord, c'était un choix extraordinaire. Je ne suis pas experte, je ne parle pas l'inuktitut, mais je crois que ceci a un sens important pour beaucoup de personnes. Alors, écoutez, j'aimerais donc poser une question de conclusion sur la représentation. Donc, en fin de compte, nous avons 4 hommes cis hétérosexuels présumés à la tête des partis fédéraux, une femme noire à la tête du parti et évidemment, qui a incontestablement dû mener une bataille politique difficile pour en arriver là. Quelle est l'importance donc de la représentation dans le choix des dirigeants, dirigeantes? Donc, on va commencer avec vous, Anouba. À ce point-ci, we don't really have a ton of representation. nous n'avons pas beaucoup de représentativité. C'est mieux que ce l'était. Il y a plus de diversité au niveau des candidats par rapport à d'autres élections. Je crois que plus de Canadiens ont regardé les débats américains par rapport aux débats canadiens qui étaient plutôt ennuyeux. Et les gens parlaient un petit peu de travers. Mais ce que j'apprends du travail que je fais lorsque j'examine la politique, c'est que je n'ai pas besoin qu'il y ait une personne qui me ressemble, qui me comprenne, parce que j'ai passé toute ma vie à regarder les personnes blanches à la télévision. Mais ce que je rechercherais possiblement, plutôt que d'avoir une représentation visuelle, c'est plutôt avoir une représentation d'empathie. Le fait que cette personne comprenne et est véritablement engagée au changement et à des investissements qui n'ont pas un bienfait direct pour eux, à des personnes qui leur ressemblent, mais parce qu'ils pensent que ce sont des choses importantes. Et c'est le genre de représentation que je cherche. Donc, pas tellement une représentation physique, mais plutôt une représentativité au niveau des gestes et de la philosophie. Et Amélie, maintenant, au niveau de la représentation, est-ce que la représentation est importante dans le choix des dirigeants? Je crois qu'il y a le cas du Parti vert et j'aimerais bien pouvoir en parler plus. Écoutez, sans dit long sur ce qu'est la représentation ici et qu'est-ce qui fonctionne. Mais ce qui ne fonctionne pas, c'est lorsque vous avez une représentation aux premières lignes sans cependant la voir derrière.
Et ça semble exactement ce qui est arrivé dans le Parti vert. Vous avez une femme noire, des femmes juives qui sont élues comme dirigeantes et le parti n'était pas prêt. Le caucus du Parti vert noyauté or, filled était with people who were not ready. rempli de personnes qui n'étaient pas prêtes. Donc, la diversité devant la caméra, sans aucune diversité derrière les coulisses, ça, c'est un piège. C'est un piège pour les électeurs, mais surtout, c'est un piège pour la personne devant la caméra. C'est ça. On appelle un petit peu, donc, dont vous allez catapulter quelqu'un sur le ravin. Vous ne regardez que le porte-parole, vous ne regardez pas toute son organisation qui n'est pas aussi diversifiée, bien qu'il y ait des valeurs qui sont basées sur l'intersectionnalité. Je crois que c'est ce qu'on voit ici. Mais je ne suis pas intéressée en regardant la diversité seulement des femmes qui sont membres d'un caucus. Moi, je veux analyser les sommes qu'ils contrôlent. Si dans le gouvernement provincial et les trésoriers, si tout est contrôlé par les hommes en matière de soins de garde, eh bien, écoutez, très bien avoir les femmes qui sont responsables d'un dossier, mais ce n'est même pas un véritable ministère. Mais à ce moment-là, ceci ne fait pas autant en sorte que la représentation soit équitable. Si vous n'avez pas de membres du personnel qui sont femmes, je ne suis pas certaine comment ces ministres sont véritablement traités au cours de ces réunions auxquelles on n'a pas droit d'accès. Donc, je crois que si on va parler sur la représentation, c'est à ce niveau-là qu'il faudrait y en avoir. Et la représentation n'est vraiment pas une véritable révolution. Et évidemment, c'est un poste clé. Donc, chef de cabinet, c'est un poste clé. Tous les membres du personnel ont des positions clés. C'est la fonction publique et lorsque vous avez des personnes noires et des femmes noires qui font partie de la fonction publique, à ce moment-là, il faut en avoir, et même à l'échelle de la bureaucratie. Il faut y avoir également des femmes qui ne peuvent pas tout changer. Mais je crois que c'est une question qui est très complexe et ça va au-delà de la surface. Maintenant, Janet, vous idée maintenant, c'est est-ce que la représentation compte beaucoup dans le choix des dirigeants? Je ne sais pas si je peux ajouter des commentaires. Ces deux femmes l'ont déjà dit. Tout a été dit. J'ai beaucoup apprécié les commentaires d'Émilie, c'est-à-dire la représentation n'est pas une révolution. Ça ne l'est pas. Vous savez, des femmes de couleur ne sont pas des plantes, ce ne sont pas des objets au théâtre, ce sont des êtres humains. Alors, j'aimerais juste faire écho à tous les commentaires déjà soumis. Alors, j'aimerais ajouter quelque chose. C'est quelque chose que j'ai observé. Et ensuite, je crois que nous allons conclure. Tout le monde parlait de cet échange qu'on a vu dans les débats des chefs, c'est-à-dire la première question qui avait été posée au chef du Bloc québécois, qui est portant sur deux lois, des projets de loi. Et le modérateur disait que c'était discriminatoire et le Québec avait un problème de racisme. Il y a eu un échange assez animé et toute la conversation après donc semblait miser là-dessus. On disait comment est-ce que cet échange pendant la soirée de débat avait complètement changé la donne du Québec dans le contexte de l'élection fédérale parce que le Québec est vraiment ce qui va changer la donne. Et quant à moi, et d'ailleurs, pendant la journée, dans la salle de presse, on entendait toutes les analyses politiques ne nous ressemblent pas, donc intervenaient. Mais finalement, on recevait des courriels de l'Organisation sikh mondiale et également des courriels des organisations musulmanes qui disent « il n'y a aucun de ces politiciens qui parle à mon nom ». Ils avaient l'impression d'avoir été écartés. Ils avaient été omis dans cette conversation. Le tout portait sur l'anglais, le français, le Québec. Et on peut comprendre certaines des nuances et comment la question avait été soumise, encadrée. Mais il y a des choses qui s'étaient perdues, c'est-à-dire les femmes musulmanes, la femme musulmane qui ne peut pas recevoir une promotion parce que ce qu'elle porte, ou l'homme sikh qui parle trois langues.
et qui doit dire à son fils qui grandit au Québec, eh bien, tu ne peux jamais devenir agent de police. Donc, pour résumer ça, en matière de représentation, j'avais l'impression que c'est un peu ce qui s'était opéré dans cette conversation. Il y avait des choses qui s'étaient perdues. Est-ce que nos panélistes aimeraient intervenir, Émilie? I just finished writing Je viens d'écrire 1800 words on 1800 that. mots sur ce sujet, I mean, justement. I have a lot to say. J'ai beaucoup de choses à dire. Mais effectivement, I feel like a lot of the time in Canada, one of the souvent reasons au Canada, une des raisons pourquoi nous ne parlons pas des questions des femmes dans cette campagne et des personnes de couleur ou des peuples autochtones, c'est justement c'est que souvent, le temps en ligne est accaparé par les débats sur ces deux cultures, la culture britannique et française, et laquelle est meilleure, donc laquelle est supérieure. Lorsque c'est ça le débat, tous les autres enjeux sont écartés. Les droits de la personne n'y sont plus. On est là symbolique. Également, il y a, disons, un match de hockey entre les Canadiens et les Maple Leafs. Et moi, je suis la rondelle. C'est l'impression que j'ai. Alors, je ne sais pas si cela vous aide. Mais il y a un déclenchement. Et les gens se font déclencher, ils vont là. Ils commencent à débattre. Et ça me rend très émotive parce que je me dis, vous saviez bien quelle serait la réaction. Vous savez. Et là, soudainement, tout le monde doit retourner dans le débat. Et cela empêche un débat sur véritable enjeu. C'est vraiment frustrant. Donc, on aurait pu dévouer tout un segment, justement, sur cette question. Donc, à l'explication de ces lois, donc l'écart entre l'anglais et le français, on aurait pu consacrer tout un segment sur une conversation plus large. Oui, absolument, mais ça ne changera pas à moins qu'on change ça dans les médias. Alors, je vous remercie beaucoup à Anouba, Émilie et Jen. Merci pour vos excellentes idées, beaucoup de matière à réflexion, surtout pour les personnes qui n'ont pas encore voté et pour les personnes qui sont mobilisées à l'échelle politique ou qui travaillent avec d'autres organisations pour apporter un véritable changement. Merci beaucoup pour vos idées et merci beaucoup, membres du public et nos panélistes, pour donc cette place au débat. J'espère qu'on a pu tous maintenant réfléchir un petit peu au genre et on va se revoir au vote le 20 septembre et certains d'entre nous vont continuer à travailler après. Merci beaucoup. Merci.